rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, nous sommes de retour en mode entrevue et cette fois avec mon ami Mario Couture. Tout comme je l'avais fait avec Jannick Anctil à l'épisode 002, je t'offre aujourd'hui un voyage dans le temps, puisque cette entrevue a été réalisée il y a maintenant 2 ans. Comme tu le constateras, l'équipement d'enregistrement n'était pas le même. Maintenant, sois assuré que ça ne change en rien à la grande valeur et surtout à la puissance de tout ce dont va nous parler mon ami Mario. La vie, quelquefois, change très vite. Je viens de te le mentionner, l'entrevue a été réalisée il y a 2 ans. Mario est maintenant de retour dans les cantons de l'Est. Il a quitté l'île aux coudres dont il nous parle dans l'épisode. Sache que ce fut un moment fort marquant de sa vie. Sur ce, je t'invite à faire le pont de l'autre côté du thème musical afin de découvrir tout comme moi l'homme derrière l'artiste et surtout cette personne inspirante qui nous amène à prendre conscience de nos différences, à les accepter et par la suite les affirmer. Allez, on se retrouve. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, bonjour Mario, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, ça va super bien, très très bien, merci. Et toi? Ça va, et je suis un peu nerveux, honnêtement. Ça fait quelques minutes déjà qu'on se parle hors de l'enregistrement, question de se familiariser un peu avec la plateforme. Et là, maintenant que je sais que c'est enregistré et que ça va être écouté, il y a comme un brin là, qui s'installe de nervosité. Le mantra dans la vie, c'est que chaque personne est une histoire à raconter. Et souvent, quand on n'a pas l'impression que notre histoire en vaut la peine, ou qu'on a un syndrome de l'imposteur, la meilleure façon de comprendre que notre histoire a de la valeur, ben, c'est d'écouter celle des autres aussi, en toute humilité, en toute transparence, puis de se rendre compte que dans le fond, on a tous quelque chose à raconter. Alors, c'est important aussi parce que tu es une personne que j'aime beaucoup. Tu fais actuellement sur les réseaux sociaux des capsules tout en musique à chaque matin. Une belle discipline que tu as depuis, écoute, ça doit faire 2 semaines sur 3 semaines. Semaine, là, ouais. Écoute, pour faire des capsules à chaque matin, je sais qu'il y a une discipline, on s'en parlait tantôt, il y a toute la préparation en amont. Et tu me berces. D'ailleurs, ta capsule musicale de ce matin, elle était chantée sur des airs du Petit Bonheur de Félix Leclerc et je te faisais la confidence que c'est la seule chanson que j'ai pris le temps de chanter à mes enfants parce que je chante vraiment pas bien, mais c'est la seule parce qu'on peut y aller de façon très lyrique, façon parlée, sans trop avoir à pousser la note. Alors, c'est la seule qui était tolérée à la maison. Mario, on s'est vu l'année passée. J'étais en vacances avec la famille dans l'espèce de pause qu'on a eue de cette drôle de crise sanitaire. Et en entrant à la boulangerie pour faire mes emplettes à l'île aux coudres, je suis rentré dans la boulangerie et j'ai entendu « Hey Jérémy, comment ça va? » Et là, honnêtement, tu as donné le ton à mes vacances. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as rendu heureux. Bon, des fois, c'est pas grand-chose, mais et quand on est sorti, ma grande fille me dit « Mais papa, tu connais le monsieur? » Je dis « Ben oui, Mario, c'est celui qui est venu chanter à Noël il y a quelques années. » Puis là, elle s'est rappelée de toi, mais elle me dit « Il fait quoi ici? » Alors dis-moi, Mario, tu fais quoi là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui t'a emmené à Ben, l'île? je vis ma vie du mieux que je peux, puis j'essaie d'être heureux. Mais il y a beaucoup de gens qui me la posent la question, à savoir qu'est-ce que je fais là sur l'île. Il y en a qui ne comprennent pas mon choix parce qu'ils me disent il n'y a rien à faire sur cette île-là. Moi, je leur dis il n'y a rien à faire, ça dépend de ce qu'on cherche. Moi, je trouve plein de choses à faire.
C'est parce que simplement qu'on ne voit pas les mêmes choses. Cette île-là, pour moi, c'est une histoire d'amour de 27 ans. J'étais allé à Tadoussac avec des amis il y a 27 ans de ça. Puis en revenant, je dis, à tout hasard, on va aller voir par curiosité. J'avais vu Île aux Coudres. Puis juste le fait de prendre un bateau, bien, il y avait quelque chose de trippant là-dedans. Fait qu'on s'est rendu, on a fait le tour et là, on est arrivé sur la pointe de l'Îlet. C'est une belle petite pointe là, à l'ouest ou à l'est, qu'importe, de l'île. Et on avait réservé une petite chambre de motel. Ça existe encore d'ailleurs. Et là, je suis allé sur les rochers. Je me suis installé face au massif. J'ai ouvert les bras et là, ça a frappé fort. Il y a quelque chose qui est arrivé. Ça m'a touché droit au cœur. C'est une expérience qui était quasi mystique, comme je te disais. Je ne peux pas expliquer. C'était sur le plan énergétique. Il y a eu une grosse chaleur au niveau du cœur ici. Et là, ça a fait « Wow, c'est donc bien bon, ça! » Fait que c'est ça qui a fait que je retournais. Parce que à chaque fois que je retournais à l'île, c'était souvent dans des contextes où je sentais le besoin de me refaire un peu sur le plan de l'énergie. Puis c'était mon premier arrêt. J'arrêtais nulle part. Je me rendais directement sur la pointe de l'îlet et je m'installais sur le rocher et la paix s'installait. Fait que je ne peux pas expliquer. Puis quand j'ai de la visite, c'est drôle parce que je les amène toujours sur la pointe de l'îlet, là où il y a la prise de photo officielle. Hein, je leur montre mon rocher de méditation. C'est mon siège de méditation parce qu'à l'été, quasiment tous les matins, je vais m'installer là pour méditer. Ça me fait du bien. Mais je n'ai pas l'attente que les gens vont ressentir la même chose que moi. C'est correct, mais je veux qu'ils sachent que c'est là que ça a commencé pour moi. Donc, c'était rendu un dernier que je venais à l'île 2-3 fois par année et qu'à chaque fois que j'embarquais sur le bateau pour le retour, je pleurais, Jérémie, je pleurais ma vie. J'étais triste de laisser ce milieu-là qui m'apportait tant de paix. C'est où je me retrouvais, moi. Je pense qu'il était là mon besoin criant aussi, de me retrouver. Donc, c'est ça qui m'a amené. Après 27 ans, je pense qu'il était temps que je dise oui à l'appel de l'île. Hein? Ça a pris du temps, mais je me rappelle cette journée-là, quand ça a frappé sur la pointe de l'îlet, je me suis dit, un jour, je vais vivre ici, je ne peux pas croire. Quand je ne le savais pas, ça n'avait pas d'importance. Mais à chaque fois que j'allais, je disais, mon Dieu, que je sais que je vais vivre ici. Parce que le feeling était tellement puissant, je le savais que j'allais vivre là un jour. Tu vois, ce feeling-là dont tu parles, toi, c'est une chaleur au niveau du torse. Il y a en 2016, un moment où je me questionnais passablement sur ma vie puis où je m'en allais avec mes affaires, je me suis ramassé sur l'île verte dans le bas du fleuve. Mm-hmm. Et juste avant de quitter l'île, il y a le plus vieux phare du Saint-Laurent sur l'île. Je suis allé mettre ma main sur l'armature du phare et la décharge électrique, 100 000 volts dans le bras jusqu'au cœur. En fait, j'ai eu l'impression de remonter l'histoire. Ça a été d'une puissance. Depuis ce temps-là, ben, chaque année, tu vois, moi, c'est mon refuge, c'est mon endroit. Il y a des endroits comme ça. Il y a des lieux particuliers qui nous touchent. Ce qui nous relie dans cette expérience-là, c'est le fleuve, en fait, de part et d'autre. Quand tu allais sur l'île, évidemment, tu rencontrais des gens. Et sur une des publications que tu as fait sur Facebook, tu nous présentais une personne bien particulière, là, la propriétaire de la boulangerie où tu travailles actuellement, c'est ça? Oui, exactement. Il s'appelle Noël Ange. Hein? Il y a le mot ange dedans. Fait que quand elle m'a dit son nom, écoutez, cette rencontre-là, elle était particulière parce qu'à l'époque, je faisais partie aussi du quatuor vocal Statera, un quatuor vocal jazz. Et à chaque année, pendant 4 ans, on allait se former au domaine Forget à Saint-Irénée, juste ici à côté. Et mes amis René et Nathalie, qui faisaient du vélo, étaient venus sur l'île. Et là, ils avaient découvert le havre musical de Guy Saint-Onge. Et le havre musical est sur la pointe de l'îlet. Hein, il y a un lien, vous allez voir. Et là, quand ils sont revenus à Saint-Irénée, ils nous ont dit, écoute, on a fait une rencontre assez extraordinaire. On a rencontré Guy Saint-Onge. Et là, quand on a dit qu'on était en formation en jazz vocal, puis qu'on repartait dimanche soir, il nous a dit, ah ouais, vous êtes en formation? Il dit, ben, je veux vous avoir sur ma scène dimanche soir, avec moi sur la scène.
Et la scène de Guy Saint-Onge, je ne sais pas si vous connaissez l'art musical, là, mais c'est une grosse scène. En arrière-plan, tu as le fleuve, les montagnes, tu peux passer des bateaux. Fait ils se massaient devant cette scène-là, 1000 à 1500 personnes les dimanches soirs, puis grand nombre qui se produisaient là. Donc, d'avoir vécu cette expérience musicale là aussi, ça avait laissé une empreinte forte. Hein? C'était quand même une expérience grande, puis c'était encore sur la pointe de l'îlet. Noël-Ange Harvey, qui est la propriétaire de la boulangerie, elle offrait les repas pour les artistes qui allaient se produire sur scène. Fait que quand elle m'a remis ma boîte à lunch, elle s'est mise à me dire des choses qui m'ont troublé. Puis quand j'ai dit, mais comment vous vous appelez? Vous avez dit Noël-Ange. Écoute, j'ai pleuré pendant 1 heure de temps. On devait se pratiquer, mes amis de Statera et moi. J'étais incapable d'arrêter de pleurer. Il en était découragé. Mais voyons, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, cette femme-là. Mais ça m'a rentré dedans. C'est comme si elle avait lu en moi. Elle m'a dit des choses qui sont... ça a fait ses efforts, je te dirais. Elle pleurait pendant 1 heure sans m'arrêter. C'était inouï. Je n'avais jamais vécu une affaire de même. Une autre expérience puissante, toujours au même endroit. Après ça, je m'arrêtais toujours pour voir Noël-Ange. Après m'être arrêté à la pointe de l'îlet, évidemment. Puis elle savait dit, OK, toi, ça ne va pas tant que ça. Hein? Tu t'en viens te refaire. Je dis, oui. Elle dit, regarde, on va prendre le temps, on va placoter. Puis, tu sais, c'est devenu une amie. On a gardé contact. Ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans bientôt. Puis, c'est ça. Quand elle m'a dit qu'il y avait du travail à la boulangerie, j'ai dit, bon, tu sais, je n'ai pas hésité longtemps, là. Parce que c'est un bel environnement, c'est une belle boulangerie, tu sais, hein, c'est là qu'on s'est revus. Puis, ouais. Ce qui est incroyable dans ton. Parce que quand on s'est croisés à la boulangerie, on s'est parlé, mais que rapidement. Là où tu m'as fait sourire après, c'est quand sur Facebook, j'ai vu une autre publication dans laquelle tu remerciais des amis qui venaient juste d'effectuer un voyage avec une portion ou le restant de tes affaires personnelles qui étaient demeurées. Alors, toi, tu es parti, tu sais. Le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est l'importance de se choisir parce que, quant à moi, c'est ce que tu incarnes à mes yeux. Mais là, je veux dire, entre se faire dire il y a une job dans une boulangerie sur l'île et j'ai une résidence, à un moment donné, tu as tout laissé derrière toi et tu es parti. Oui, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a un contexte aussi qui a favorisé puis qui a aidé la décision. Une rupture de couple, évidemment, avec Mario, mon conjoint, avec qui je partageais ma vie depuis 12 ans, puis avec qui j'étais marié aussi depuis 6 ans. On a juste laissé une espèce de routine plate s'installer entre nous. Ça n'arrive pas juste à nous, mais on a fait le choix, question de ne pas faire semblant, de nous séparer puis de faire nos chemins chacun sur notre côté, parce qu'on croyait que c'est ce qu'il y avait le mieux à faire. Donc, c'est une première chose qui a ouvert le chemin. J'ai perdu en mars dernier 3 amis qui sont décédés dans l'espace de 27 jours. Et puis, comme je travaillais dans le domaine funéraire, j'ai accompagné mes amis, c'était leur conjoint en fait. Et au mois d'avril, j'ai eu un accident de travail. Je me suis retrouvé dans le fond d'une fosse au cimetière. Ça aussi, moi, je ne suis pas du genre à aller dans les scénarios fatalistes. Quand je suis sorti du trou, c'est comme, hey, mon Dieu, hein, ça a passé proche. Puis, sauf que sans m'en apercevoir, mais j'ai vécu un petit choc post-traumatique aussi par rapport à ça. Et j'ai réalisé après que quand tu es dans le fond du trou, là, puis qu'il y a le cercueil qui penche comme ça au-dessus de toi, puis qu'il n'y a pas de place pour se sauver, si le cercueil était descendu, ça s'arrêtait là. Et là, j'ai pris conscience que je serais peut-être un jour au fond d'un trou comme ça, à perpétuité. Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Tu sais, ça a été un autre signe qui fait OK, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Parce que la possibilité de mourir, elle nous guette toutes, là. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste être bien. Je veux juste être moi-même. Puis je veux juste faire ma petite part pour en aider d'autres. Mais le déménagement, écoute, je suis arrivé le 18 après-midi, j'étais célébrant pour les funérailles de mon ami Jacques. Je suis arrivé sur l'île à 9h30 le soir et je n'avais pas de place. Mon ami Noël-Ange, j'avais dit, je vais te trouver une place, mais le logement n'était pas prêt. Donc, j'ai logé à l'hôtel pendant 3 jours. Quand le logement était prêt, un petit 3,5, je savais que c'était temporaire.
Là, j'ai déménagé, mais je suis arrivé avec ma voiture pleine du nécessaire, donc mes vêtements, quelques petits éléments de vaisselle pour plus que je puisse commencer parce que je n'avais pas, en fait, les moyens de me payer un gros déménagement à 2000 pièces. Mais j'ai eu la chance d'avoir plusieurs amis qui sont, entre autres, Sébastien Godreau, qui est un ancien collègue de travail, qui est devenu un ami aussi, qui dit, ben garde, Mario, moi, j'ai une vanne, je vais t'en faire des voyages. Fait que lui, il se faisait des allers-retours juste pour venir me porter un voyage de stock. Écoute, c'est appréciable, ça, là. Fait que j'étais bien entouré. Et c'est incroyable quand j'y pense, mais je n'avais pas l'espace pour tout accueillir mon ménage. Hein? Je n'avais pas l'espace, c'était un petit 3,5, puis j'avais quand même des choses. Là. Et, puis c'est ça, j'ai vu d'autres amis qui m'ont fait des voyages, ils venaient faire un petit tour à l'île. Ben Mario, si tu veux, on peut t'apporter des choses. J'ai vraiment été béni là-dedans. Là. Fait que tout s'est fait. Tout s'est fait, même le dernier voyage. Même Mario, mon ex-conjoint, est arrivé avec des amis qui étaient des voisins. Tiens, on t'amène le reste du stock. Puis c'est de même, ça s'est fait. Et là, depuis début novembre, je suis dans une maison que Noël Ange a trouvée. En fait, c'est la maison de Suzy, une collègue de travail à la boulangerie. Une maison qui appartenait à sa mère, mais qui correspond à ce que j'avais besoin. Je regarde là, j'ai une vue sur la mer, il y a plein d'arbres, des arbustes, des fleurs. J'ai besoin de ces éléments-là, moi, pour être bien. Au petit logement que j'occupais, j'étais sur mon balcon en arrière. Ce que je voyais, c'était le stationnement. En asphalte, je n'avais pas de pelouse. Fait que j'apprécie doublement cet environnement-là dans lequel je viens d'atterrir là, depuis début novembre. Là. C'est incroyable. Ben, c'est clair. Ah, quelle belle histoire. Ah, chanceux. Chanceux. Puis là, ce que je comprends, c'est que tu as une maison. Ça veut dire que si j'ai à descendre, il y a une chambre. Là. J'ai la chambre d'amis. Ah, elle a déjà commencé à être utilisée. Puis tu auras toujours ta place. Tu auras toujours ta place. Ah, ben. Je serais honoré de partager mon espace avec un gars comme toi, mon Dieu. Et là, il y a plein de témoins. Là. Moi, je trouve ça merveilleux. Se choisir, Mario, je l'ai choisi. Se choisir découle du thème de s'accepter. Et pour s'accepter, ben, en fait, il y a toute la notion de différence. En fait, ce qui fait qu'on est unique dans la vie, c'est la somme de nos différences. Alors, les différences, il faut évidemment en être conscient, il faut les accepter. Et une fois qu'elles sont acceptées, il faut être en mesure de les affirmer. Et quand on les affirme, on fait notre différence, on fait sa différence dans le monde. Une des belles rencontres que j'ai eues avec toi, et c'est un moment où on ne se connaissait pas beaucoup, je vais le montrer à l'écran, c'est au lancement, on le voit ici, oui, on le voit bien, c'est au lancement de Waram et la magie de Noël, un conte pour enfants. Un conte pour enfants, mais qui porte un message qui s'adresse à l'enfant qu'on porte tous, et ça, ben, peu importe notre âge. Et rapidement, je vais juste faire l'espèce de mise en bouche, l'entrée en matière. Mais sur le 4e de couverture, c'est un conte qui aborde diverses thématiques en lien avec l'intimidation liée aux différences, visibles ou non, et ça, c'est important au niveau de la nuance, et des conséquences de celle-ci sur l'estime personnelle de la personne. Alors, ton souhait, et c'est écrit, c'est que dans un premier temps, d'encourager la dénonciation des situations d'intimidation, puis de permettre à la victime de reprendre son pouvoir personnel, de faire ressortir, et ça c'est toujours superbe, d'autre part, de faire ressortir le caractère unique de chaque personne en valorisant les différences plutôt qu'en les dénigrant. Car selon toi, être différent, c'est aussi être porteur de richesses insoupçonnées que l'on peut mettre à profit au service des autres. Pour avoir écrit aussi dans la vie, quand on écrit, c'est qu'on porte un message, et si on porte un message, c'est qu'on porte un vécu. On ne s'improvise pas. Souvent, ce qu'on a le goût, des thématiques auxquelles on s'attaque, c'est des thématiques qui nous caractérisent dans ce qu'on a vécu sur notre parcours. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de hasard entre le fait que ce soit un conte pour enfants qui parle d'intimidation et de différence dans ton cas, j'imagine. J'ai été moi-même victime d'intimidation. Je me faisais battre dans la cour d'école parce que j'étais différent. J'étais un enfant sensible. J'étais un enfant gros. Hein? J'ai toujours été le reject parce que j'étais gros. Hein? J'étais différent, puis on pouvait rire de cette différence-là. Mais en fait, le conte, comment ça a parti, tout ça, c'est que j'ai été invité à un moment donné
à aller présenter une activité de Noël au Fantastique de Magog, qui est un organisme à but non lucratif, qui offre des services de jour, en fait, pour une clientèle adulte qui vit avec une déficience intellectuelle. Et là, Caroline, la directrice, m'avait dit, mais tu pourras peut-être lire un conte puis faire quelques chansons de Noël à travers ça. Et là, je me suis dit, tant qu'à lire un conte, pourquoi pas en écrire un qui allait parler des différences parce que nos amis qui vivent avec une déficience intellectuelle, ils sont différents puis ils le savent. Parce qu'eux aussi sont victimes d'intimidation, de rejet, parce que les gens ne comprennent pas, etc. Puis, j'ai pondu ça là, dans un temps record. J'allais présenter ça et c'est quelques temps après, je te dirais même 2-3 ans, quand j'ai ressorti le manuscrit et que j'ai relu, là, j'ai pris conscience que chacun des personnages que Waram, le personnage principal du conte, rencontrait, c'était une partie de moi qui s'exprimait. C'est spécial, ce n'est pas tout le monde qui va détecter ça en le lisant, mais le chêne, le grand sage, c'est une partie de moi. L'écureuil qui ne veut pas être dérangé, des fois, hein, on est sollicité pour... on est appelé à l'aide. Des fois, ça ne me tente pas tout le temps d'être là et disponible tout le temps, mais je me suis aperçu en relisant que c'est ça, chacun des personnages est une partie de moi. Et on dit un conte pour enfants, mais si tu savais, Jérémie, le nombre de témoignages que j'ai eus de personnes adultes qui ont pleuré en lisant ça, parce qu'on est plus nombreux qu'on peut le croire, là, qui ont été victimes d'intimidation. Fait que, puis dans ce conte-là, il n'y a pas de sang qui coule. C'est très subtil, le fait de parler de l'intimidation, là. Mais la trame de fond, c'est ça. Les différences, le rejet dont les personnages ont été victimes, bien, c'est ça. Et moi, je me fais un devoir maintenant, comme citoyen, comme adulte, d'intervenir, hein, parce qu'on a un rôle. Si je suis témoin d'un enfant qui se fait battre par d'autres enfants, je vais passer sans m'arrêter. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Je m'arrête, j'interviens. Des fois, ils me disent, on fait juste s'amuser. Ben, moi, je ne trouve pas ça le fun qu'il y en ait deux couchés sur un qui est par terre, là. Donc, je m'assure que ça s'arrête, que les agresseurs partent. Puis là, je me sens bien. Je me sens, dans ma conscience, j'ai fait mon devoir de citoyen. Puis c'est comme si je prenais pouvoir sur les fois où j'ai été victime, où je n'étais pas capable à cette époque-là de m'affirmer puis de me défendre. Hein? J'étais dans les faits, puis vraiment une victime, là. Mais aujourd'hui, c'est comme si, OK, par ces petits gestes-là, le pouvoir là où j'aurais dû le faire, mais je n'avais pas le pouvoir de le faire à l'époque. Mais si tu es en mesure de te raconter aujourd'hui, si tu interviens comme tu le fais là, c'est que tu as réussi à traverser cette situation-là. J'imagine, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de spécial ou le temps a fait son œuvre? Je te dirais que le temps a fait son œuvre parce que ça s'est poursuivi, là. J'ai toujours été gros. Fait que rendu au secondaire, c'était encore du rejet. Après ça, ça a été l'homosexualité, ça a été la perte de cheveux à 18 ans, ça a été plein d'affaires, là, tu sais, les différences, nomme-en, j'en ai, là. Fait que, mais j'étais le premier à me rejeter à partir de ça, parce que j'avais comme intégré les normes sociales, puis je me rejetais moi-même à quelque part. Et puis je croyais ce que les autres me disaient, je prenais ça pour du cash, alors que c'est moi que j'aurais dû écouter, parce que j'avais la conviction profonde que j'avais droit à ma place, même si j'étais différent, là. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, tu dis, écoute, fais-le ta place, là. Choisis-toi, puis respecte-toi. Puis là, j'ai une responsabilité sur comment je vais être respecté. Il faut que j'aie des limites claires. C'est important, hein, de dire à l'autre, non, tu ne vas pas là-dedans. Tu ne vas pas jusque-là avec moi, ça ne marchera pas. Et il faut s'aimer soi-même d'abord pour arriver à avoir cette espèce de capacité d'affirmation, de dire non. C'est ça, tout part de soi. C'est un gros travail d'apprendre, de réapprendre à s'aimer. Mais le temps, je comprends, le temps a fait son œuvre, mais le temps à lui seul ne peut pas régler. Alors, j'imagine qu'il est arrivé un moment où tu as dû prendre une décision, où la décision s'est imposée, mais il y a un point de rupture à quelque part, là, j'imagine. Je ne peux pas croire que c'est arrivé par magie. Non, bien, tu sais, quand on a assez souffert, à un moment donné, on se dit, OK, j'en veux plus de cette souffrance-là. On se fait aider, on va chercher de l'aide. Puis mon Dieu qu'il y a des belles ressources, là. Ne serait-ce que pour se comprendre.
se réapproprier notre vie, notre pouvoir. Puis bon, c'est tellement pas une honte. Mais tu sais, on n'est pas encouragés, puis nous autres, les gars, hein, à aller se plaindre de nos malheurs. C'est pas dans notre nature. Mais mon Dieu, que ça fait du bien. Ne serait-ce que démêler des choses, puis se faire confirmer d'autres choses. Fait que c'est un peu ça, là. Tu vois, j'ai un ami, Simon, que j'accompagne actuellement, qui est dans la rédaction de son livre. Et puis, Simon aussi, tôt dans son histoire, il devait avoir 18 ans. Et lui, ce qui a été un élément dans sa vie qui est venu tout changer, c'est sa première rencontre avec une psychologue. Une fois que les barrières, on les traverse, puis qu'on se permet d'aller vers quelqu'un qui est là pour me donner un coup de main, Simon a découvert là le pouvoir des questions. Parce qu'un psychologue, c'est ça, ils ne sont pas là pour te donner les réponses, mais ils sont là pour poser les bonnes questions, puis que toi, tu te retournes et tu trouves les bonnes réponses en toi. Alors, ça t'emmène à chercher et briser tout ça, ces espèces de préjugés-là sur consulter, c'est un signe de faiblesse. Tellement pas. Et là, Simon va probablement écouter l'entrevue, puis après ça, il va m'appeler, puis il va me dire « Hey, tu m'as volé une de mes lignes », mais je le fais parce que c'est pas tout le monde dans ceux qui écoutent actuellement qui vont rencontrer un jour Simon, je leur souhaite, mais ce que Simon dit, c'est quand ta voiture va mal, ben, tu vas au garage. Quand tu as une dent cassée, tu vas chez le dentiste. Quand ta tête ne va pas bien, ben, tu vas voir un docteur qui règle ces problèmes-là. Il y a des psychologues qui existent pour ça. Alors, absolument. Arrêtons de se la jouer plus dur et super-héros. Permettons-nous d'être vulnérables, puis allons voir les bonnes personnes. Une confidence, cher ami. J'ai une confidence. J'ai consulté plus d'une fois, tu sais. Puis c'est bien correct. Chaque fois que j'en avais besoin, je vais dire, on ne va pas au garage juste une fois, là. On y va pour toutes sortes de raisons à différents moments. Fait que ça a été pareil pour moi dans ma vie. Voilà, ça reste entre nous. Hein. Oui, moi, j'en reparle pas en tout cas. J'en reparle pas. L'impact, dis-moi, de Warham et la magie de Noël, d'une part, à la publication, parce que là, il y a des effets. Quand on écrit un livre, là, et c'est une des plus belles choses avec les gens que j'accompagne, c'est que au-delà du produit que la personne va tenir entre ses mains à la fin, et nonobstant le nombre de copies qui vont circuler après dans l'univers, il y a une première portion qui est tout le temps hyper égoïste, même si on ne le veut pas de même, mais qui est thérapeutique dans l'écriture, dans le processus. Ce n'est pas tous les mots qui sont écrits qui se retrouvent dans le livre à la fin, mais chaque mot qui est libéré de la tête vient faire de la place à une nouvelle énergie. Alors, il y a cette portion-là, et après ça, ben, l'impact, tu le disais tout à l'heure, il y a des enfants, mais il y a des jeunes et des moins jeunes. Alors, dans ton cheminement à toi, dans ta grande histoire de vie jusqu'à maintenant, quelle place il occupe ce livre-là? Excellente question. C'est pour moi un espèce d'outil de référence. Des fois, parce qu'on n'est jamais arrivé, hein? On n'est jamais parvenu à tout ce qu'on veut atteindre comme objectif et tout ça. Des fois, j'y retourne pour me rappeler. Ça aide à garder les pieds sur terre. De se reconnecter justement avec son pouvoir d'humain sur notre vie. Rappeler que c'est important de se choisir, de dire les choses. Parce que j'ai tellement enduré de choses dans ma vie, même à l'âge adulte, puis il n'y a pas si longtemps, enduré des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Un travail que je n'aimais plus parce que les valeurs, j'étais toujours en conflit de valeurs. Belle entreprise, mais j'étais toujours en conflit de valeurs et ça, pour moi, c'est inacceptable. Mais les parents embarquent, on a besoin de gagner notre vie. C'est un peu illusoire l'affaire, là. Mais j'y crois. C'est sûr qu'on a des obligations financières et tout ça, il ne faut pas niaiser avec ça, mais le sentiment d'être bien dans ce qu'on fait, pour moi, ça n'a plus de prix, là. C'est comme je disais tantôt, c'est toujours des parties de moi qui s'exprimaient dans le livre. Ben, c'est encore disponible, toutes ces ressources-là que j'ai en moi, là. Je peux m'y fier, là. Il y a une partie de moi qui est sage, une partie de moi qui a juste envie d'avoir du fun. Hein? Fait que, tout ça, c'est comme un amalgame de tout ça, en fait. Là. Et c'est un livre qui est encore disponible. Dis-moi, est-ce qu'il est en... on s'en est pas jasé tout à l'heure hors d'onde, mais si jamais les gens étaient intéressés, est-ce que c'est encore possible d'acheter le livre? Ben, ils peuvent acheter via mon site web. Évidemment, la promotion, puis ouvrir des points de vente. Bon, moi, c'est ça, j'étais disponible à Sherbrooke dans le temps des fêtes, par exemple, à la bibliothèque GGC, parce que pour être disponible dans les bibliothèques des grandes régions, il faut être disponible en librairie.
Fait que j'ai encore tout ce volet-là à développer ici autour, plus à Baie-Saint-Paul, mais il est toujours disponible sur mon site web, www.mariocouture.com. C'est simple comme ça. Donc, c'est ça. Puis c'est comme à chaque année, je veux refaire une espèce de campagne de prévention de l'intimidation. Puis, tu sais, à partir de ce livre-là, j'ai plein d'autres projets, évidemment, là, mais il est toujours disponible, oui. Merveilleux. Alors, c'était le seul flash pub qu'on se permettait. Je trouvais ça important parce qu'on en a parlé. Puis il n'y a rien de plus fâchant. Après ça, de toute façon, si les gens sont interpellés, ils vont chercher alors aussi bien leur faciliter la vie. Là, on est là pour ça. Ouais. Merci. Je me demande honnêtement, j'ai quelques questions. J'ai quelques questions. Les gens, en fait, ce qu'ils vont percevoir rapidement au moment où ils vont nous regarder, c'est que tu es... en fait, ça s'installe, ça se sent, c'est pas moyen de voir des choses dans la vie, là, mais tu es une personne inspirante, tu es une personne qui est lumineuse, tu es une personne qui a marché, qui a vécu, qui a surmonté des obstacles, qui a abattu des murs. Très jeune, ça a commencé avec l'intimidation. Tu disais tout à l'heure, le temps. Il reste qu'à un moment donné, tu sais, le corps emmagasine et on a beau tout le temps dire que chaque épreuve, tu sais, en fait, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et bon, tu sais, des phrases comme ça, il y en a une tonne là, en développement personnel, en positivisme, mais il reste que le corps est une encyclopédie qui, elle, tu sais, ramasse, tu sais, elle accumule et à un moment donné, ça s'insinue. Est-ce qu'il est arrivé un moment dans ta vie où tu as juste comme eu l'impression de l'échapper, il y en avait comme trop, tu avais juste le goût d'abandonner. Tu sais, souvent, on va mettre un genou à terre, mais on est capable de s'appuyer les deux mains sur l'autre pour se relever. Et il y a des moments où non seulement les deux genoux sont au sol, mais on a la face plaquée dans la garnotte. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Puis si oui, ben comment tu as réussi en fait à remonter la pente? Oui, un méchant down, je te dirais. C'est en 2018, le 30 décembre 2018, jour de ma fête. Je travaillais au salon funéraire et ça ne me tentait pas de travailler parce que le soir même, j'avais un projet de mettre fin à mes jours. J'étais plus capable. J'étais à bout. Je ne voyais pas d'autre solution. Financièrement, ça n'allait pas bien. Mon couple n'allait pas bien non plus. C'était pas la guerre, mais ça ne marchait plus. En tout cas, c'était trop. Puis autant que je peux être positif, là, autant que j'étais positif en front, mais j'étais tellement dévasté, défaite à l'intérieur. Donc, j'avais tout préparé. Mon dossier funéraire, ma cérémonie était écrite, les choix de musique étaient faits. Je travaillais dans le domaine, donc pour moi, c'était facile de le faire. Et là est arrivé mon patron, le 30 décembre, un dimanche, je me rappelle, il dit « Il faudrait que tu rencontres la famille Hudon. » Je dis « Amène-la ta famille Hudon, je vais la rencontrer. » Mais quand la famille Hudon est rentrée, c'était mon ami André Lachance, avec qui j'ai chanté pendant 12 ans dans La Voix des Anges, puis qui avait perdu sa Louisette pendant la nuit. C'était d'une tristesse. Puis là, il m'a dit « Mario, on est membre de la coopérative funéraire de l'Estrie, mais c'est avec toi qu'on veut faire affaire, on veut être servi par toi. » Je ne pouvais pas laisser mon ami tomber dans une situation comme ça. Donc, j'ai accompagné la famille dans tout ce qu'il y a à faire quand il y a un décès. J'avais juste reporté mon projet de suicide la semaine d'après. J'ai tout changé les dates sur les dossiers, les documents. Puis, André me demande « Est-ce que tu veux chanter aux funérailles de Louisette? » Dans ma tête, je me disais « Ça ne va pas. Comment je vais faire ça? » Et finalement, je suis allé. J'ai chanté aux funérailles de Louisette. Et il est arrivé quelque chose là. Pendant la cérémonie, il y a eu des hommages, des témoignages. Et là, j'ai reçu des messages très, très puissants qui m'ont rentré dans le fond du cœur, où là, j'ai comme remis en question ce projet-là. Il fallait que ce soit fort parce que j'étais tellement déterminé, j'en avais parlé à personne. Et là, j'étais bien conscient que si je faisais le choix de continuer, il fallait que je change des choses. Hein? J'étais bien conscient que ce qui faisait problème avant allait faire problème demain matin si je continuais là. Donc, j'ai fait le choix de continuer. J'avais peur.
vraiment peur. Parce que quand c'est fort, c'est là, on veut juste que ça arrête. Parce que je comptais les dodos jusqu'au 30 décembre, là, en me disant, plus rien qui me dérange, là. Plus rien qui. Ça achève, ça achève. Sauf que je me suis fait un filet de sûreté, j'ai consulté le médecin. Le salon pour qui je travaillais m'a payé 10 rencontres avec une psychologue. Puis une psychologue avec qui il y a eu une connexion merveilleuse, tu sais, quelqu'un qui est fait pour soi, là. Fait que c'est venu, je suis venu peu à peu à me reconstruire, puis mettre des choses en perspective. Puis finalement, tout n'était pas réglé. C'est pas une affaire qui se fait comme ça. Mais au fil du temps, au fil des rencontres, puis c'était bizarre au salon funéraire, bien, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai eu à servir un nombre incalculable de familles qui étaient endeuillées par suicide. C'était pas un hasard. Je savais dans quoi ils baignaient. Okay? J'ai pu les aider à cheminer d'une façon peut-être un peu différente parce que j'avais comme les deux côtés de la médaille. Hein? Les autres, ils vivaient de la culpabilité de ne pas avoir su quoi faire, quoi dire. Mais des fois, le hasard fait bien les choses. Puis s'il y a un hasard, c'est quand j'ai conté l'histoire à André, mon ami André, qui avait perdu sa Louisette, quelques mois après, il m'a dit, tu vois, Mario, même dans la mort, Louisette a continué son œuvre parce qu'elle était bénévole pour le centre Je vis. Ah, imagine. C'est quelque chose, là. Puis c'est pas quelque chose qu'elle savait. Puis, fait que, tu sais, il y a des belles surprises comme ça que la vie nous amène. Et au fil des rencontres, au fil des expériences que je vis, je me dis, tu vois-tu, Mario, tout ce que tu aurais manqué? Hein, je n'ai pas toujours en arrière-plan la conscience que je vais mourir, mais sachant tout ça, que oui, ça nous guette quand même, la mort. Mon Dieu, que je ne vois pas la vie de la même façon, puis je suis en mesure d'apprécier doublement les belles expériences, les belles rencontres que je fais là, depuis que j'ai fait ce choix-là. Et tu sais, en fait, ce dont tu prends conscience et ce que tu dis, c'est toutes les occasions, toutes les belles choses que tu aurais manquées. Ce que tu mesures, je ne sais pas si tu mesures, ce que tu mesures probablement moins, c'est toutes les gens sur qui tu as eu un impact en demeurant avec nous, tu sais. Parce que souvent, c'est un regard, une chanson, une poignée de main, un sourire, puis tu changes la journée d'une personne qui vient peut-être de changer sa vie au complet. Oui, oui. Et vous qui nous écoutez actuellement, on ne le sait jamais, on ne sait jamais quel impact on a sur les gens. Et ça, là, ben, c'est vrai dans les deux côtés. Alors, autant on peut avoir un impact positif sur la vie des autres, autant de façon bien insignifiante, on peut complètement les détruire en ne sachant pas. Tu parlais du suicide, là maintenant, tu es sentinelle, hein, c'est ça le bon terme? Oui, sentinelle en prévention du suicide pour le centre de prévention ici pour Charlevoix. Okay. C'est qu'en effet, on devient les yeux qui va détecter les gens qui sont en détresse. Puis des fois, ça ne paraît pas tout le temps, mais en étant formé puis en observation, surtout dans un milieu comme ici, un milieu qui, on pourrait dire, plus rural, on est plus isolé. Puis les gars, c'est des gars, hein? On est dans le bois, puis tout ça, mais on est comme un peu plus à risque. Fait d'être attentif, pouvoir faire un bout de chemin, détecter ça, puis notre rôle, en fait, c'est d'inviter ces personnes-là à l'exprimer, puis de ramener tout ça aux experts du Centre de prévention du suicide. Fait qu'on est comme les premiers répondants, un peu comme les ambulanciers qui arrivent sur un lieu d'accident. On fait les premiers constats et on met en contact avec les ressources, là. Puis, mais j'invite tellement les gens. Ce n'est pas une formation qui est longue, mais si on peut juste, par nos yeux, éviter que des familles aient à traverser des drames comme ça, parce que pour la personne qui est décédée, sa vie est terminée, mais les personnes qui restent, eux, doivent poursuivre leur vie. Ce n'est pas toujours évident après coup. J'en ai perdu 5 en 3 ans des amis par suicide. Fait que je connais la réalité de la famille aussi qui vit une situation de deuil par rapport à ça. Il y a là quelque chose de, je pourrais dire fascinant, mais c'est pas le bon mot parce que fascinant, ça amène. Mais et j'imagine que tu t'en es rendu compte aussi, mais tout ce parcours-là, alors de célébrant à travailler dans le domaine funéraire, à accompagner les familles,
à maintenant s'assurer que les gens partent pas trop vite. Il y a tout un lien là avec la Mhm. mort qui t'habite. C'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est quelque chose qui fait peur, la mort, aux gens, tu sais. Et toi, on t'a choisi, ou tu t'es choisi, ou tu as choisi, tu sais, de travailler dans ce spectre-là d'émotions qui n'est pas facile. Est-ce que tu es en mesure de l'expliquer? Parce qu'avant même que tu aies des idées noires, évidemment, bon, la souffrance t'a côtoyé, mais le choix de travailler en milieu funéraire, c'est pas un choix qu'on fait quand on va à son cours d'orientation à l'école, là. Puis habituellement, c'est pas dans le top 10 des métiers les plus stimulants de la carrière. Euh, J'en aurais long à dire là-dessus. Je vais quand même essayer d'y aller de façon courte. Quand j'avais 29 ans, j'ai fait 2 infarctus, OK, dans la même journée. Je suis un des phénomènes rares parce que plus on est jeune, quand on fait des crises de cœur, plus on est à risque de mourir. Donc, ça, c'était une chose. Je devais, après ça, un mois après, accompagner ma grand-mère et ma tante qui montaient à Val-d'Or pour aller chercher tante Francine qui venait passer le temps des fêtes en Estrie. Et là, comme ça faisait un mois, puis je voulais récupérer ce matin-là, le 24 décembre, on partait pour chercher tante Francine. Et j'ai appelé grand-maman, puis j'ai dit, grand-maman, je suis trop fatiguée, je ne serai pas capable de faire le voyage. C'est pas grave. Mon homme m'a dit, on va se voir dans le temps des fêtes, puis c'est bien correct, là. Le 24 au soir, j'ai un téléphone de tante Francine qui m'appelle et qui m'annonce que grand-maman et tante Gigi se sont tués dans le parc de la Vérandrie. Joyeux Noël. Ce qui, outre le choc d'apprendre leur décès, ce qui m'a frappé le plus fort, c'est que je devais être du voyage. En novembre, 2 crises de cœur, ça guette de proche la mort, là. Là, tu sais, la mort évitée encore. Ça ne veut pas dire que je serais mort là, dans l'accident. Ça, je ne le sais pas. Encore là, c'est une autre affaire qui m'a parlé énormément. Puis j'ai perdu des amis, j'ai perdu. Fait qu'il y a comme une fascination. Puis autant que j'ai eu peur des morts et de la mort, autant que ça a commencé, j'ai commencé à chanter dans des funérailles. Donc, voir des cercueils, des urnes, ça m'a comme, j'ai apprivoisé ça un peu. Et quand j'ai eu la formation de célébrant, j'ai commencé à faire des cérémonies funéraires, eh bien, j'ai rencontré plein de gens. J'ai côtoyé la mort de façon plus directe là. Puis, c'est ça. Puis, mon patron, il m'avait vu faire des cérémonies. Puis, c'est lui qui est venu me chercher pour travailler là, comme conseiller aux familles. Puis, c'est même, ça a commencé. Puis, j'avais l'impression d'être tombé à bonne place pour moi. J'étais prêt avec ce que je portais comme bagage, avec qui j'étais. Puis, il y avait des collègues qui me disaient, Mario, tu t'investis trop là, avec tes familles. J'ai pleuré avec des familles, moi, des parents qui perdent un bébé, un enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis un humain, c'est venu me chercher, puis c'est bien correct, là. Mais jamais je vais croire que je m'investis trop auprès des gens. Ça ne m'a pas fatigué, ça m'a pas. Je suis au clair avec mes émotions, ça aussi. Fait que, tu sais, pleurer, moi, c'est pas une affaire qui. De ce temps-là, je n'ai pas ça facile. Ça me ferait du bien peut-être de pleurer un peu plus, mais je suis au clair avec tout ça. Je n'ai pas peur de mes émotions. Fait que pleurer avec une famille, pour moi, c'est pas grave, là. Fait que c'est un peu ça le parcours qui m'a emmené vers la mort. Puis c'est plein de vie, hein, la mort. C'est paradoxal, là, mais c'est pourtant plein de vie, la mort. J'ai eu des beaux témoignages de phénomènes que, bon, je ne prendrai pas le temps d'expliquer ici, là, mais des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on ne peut pas nier qu'ils existent. Okay? Ouais. Pour avoir rencontré plusieurs familles, là, c'est venu me renforcer mes croyances aussi, là. C'est tellement beau ce que tu viens de dire là. La mort, c'est plein de vie. Mm-hmm. Là, vous qui nous écoutez, là, ça, c'est le genre de moment dans une entrevue où on prend un papier, un crayon et on inscrit sur le papier la mort, c'est plein de vie. Puis là, si tu n'as pas le temps d'y penser tout de suite, tu ne le fais pas. Mais laisse-le là. Tu sais pas où ça va t'amener. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Hein? Bon, écoute, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus léger là, parce que oui. On voyage et on fait voyager des gens. Et on arrive au seuil critique au niveau de l'horaire aussi. Tu sais, on essaie de garder les gens dans une cédule parce que
l'attention d'une personne dans la vie, je me suis rendu compte que c'est la plus belle chose, c'est une des plus grandes richesses. Hein. Les gens sont tellement bombardés de n'importe quoi actuellement que ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours donner le maximum d'impact dans le moins de temps possible. Mais Oui. il me reste 2, 3 bonnes questions, par exemple. Et celles-là, je les aime parce que moi, j'ai une fascination pour les humains, pour leur histoire. Et j'ai une fascination entre le jeune moi, le petit cul qu'on a été et la personne qu'on est aujourd'hui. Et si, une fois qu'on aura terminé tantôt l'entrevue, une fois la caméra fermée, ça cognait à la porte chez vous, tu allais ouvrir et tu te ramassais face à ton jeune Mario, au petit cul, là, celui qui ne l'a pas eu facile et que tu l'as invité à prendre un café avec toi et vous preniez le temps de jaser une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, une journée, 2 semaines, à la fin de ce que tu lui as raconté, qu'est-ce qu'il en retiendrait? Qu'est-ce qu'il dirait du Mario qui se trouve devant lui aujourd'hui? D'abord, je ne donnerais pas un café. Hein, le petit Mario, je donnerais un chocolat chaud, peut-être. Je lui présenterais mes excuses, hein, de ne pas avoir été attentif à ses cris, parce que ça a pris du temps avant que j'entende les cris de cet enfant-là. L'adulte ambitieux il a fait fermer la trappe plus qu'à son tour. Okay? Et je le féliciterais aussi d'avoir tenu le coup, d'avoir fait preuve d'ouverture face à la vie malgré tout, de s'être réfugié au besoin dans sa petite bulle de rêve. Parce que petite bulle de rêve, ça a été la survie du petit Mario. Des fois, quand c'était trop intense, parce que je viens d'un milieu dysfonctionnel aussi, où il y avait de la violence, le petit Mario a eu à se réfugier là-dedans. Ça a été sa survie, son équilibre. Puis, je le féliciterais d'avoir tenu le coup, hein, d'avoir quand même été curieux, parce que le petit Mario, il a toujours voulu comprendre. Le petit Mario, il ne faisait pas juste gober ce qu'on lui disait puis tout prendre pour du cash. Oui, mais pourquoi? Mon père disait que j'étais un enfant exécrable, tu sais, le pourquoi du pourquoi, là. Mais pour moi, ça a été important de comprendre pourquoi on fait les choses. Même encore aujourd'hui, il ne fait pas juste me dire « fais ça comme ça ». J'ai besoin que les choses aient du sens. On fait ça parce qu'aujourd'hui, les gens, on a toujours fait ça de cette façon-là. On ne se remet plus en question. Bien, il y a toujours des raisons pour qu'on fait les choses de telle façon. Donc, c'est ça, je le dirais, je le remercierais, puis je le féliciterais. Puis, je ferais un gros câlin, tu n'as même pas idée. Puis, c'est ça, je dirais, mais à travers tout ça, prends conscience de tout le bagage que tu as accumulé. Garde seulement ce qui est pertinent, puis le reste, l'énergie de douleur, envoie ça aux oubliettes, là. Prends dans ton belchon seulement ce qui est bon pour toi. Wow. Mais tu sais, si tu es capable d'en parler de façon aussi aisée, je te dirais, parce que cette question-là, ce n'est pas la première fois que je la pose. Souvent, les gens sont déculottés. C'est que ce processus-là, tu l'as vécu et le câlin dont tu parles, j'imagine que si tu ne lui as pas déjà offert, ben, ça ne devait pas être bien loin, là. Et c'est déjà fait. C'est ça, hein? Oui, parce que j'ai fait le choix d'être le bon parent pour cet enfant-là. Oui. OK. Oui. Wow. OK, maintenant, on va la jouer à l'inverse. Si le Mario, et là, l'image est peut-être un peu, je ne veux pas choquer, mais si le Mario, à l'aube de son grand départ, avait la chance de faire un saut dans le temps et de lui venir prendre un café ou une tisane, c'est comme tu voudras ce coup-là, avec toi, il y aurait quoi comme message à te partager? Cher Mario, merci d'avoir fait le choix de continuer au mois de janvier 2019. Merci de m'avoir donné la chance d'aller plus loin. Puis, sache que tu as raison, Mario, de te prioriser maintenant. Puis ça, sois-en fier aussi. Parce que se choisir, ça ne veut pas dire écarter tout le reste, puis être nombriliste, puis ne penser qu'à soi. C'est pas ça. C'est simplement dire je me priorise, dans le sens que je veux vivre une vie qui me ressemble, moi.
Combien de choses je n'ai pas faites simplement par peur du jugement, du rejet des autres? Hein, on s'adapte, il ne faut pas trop déranger. Nos parents nous voient d'une telle façon, il faut se maintenir dans ce cadre-là. Non, on a le droit de faire du ménage dans tout ça. Ces valeurs-là qui nous sont inculquées, on a le droit de faire du ménage, puis de rejeter tout ce qui ne nous convient plus, puis d'en créer des nouvelles valeurs pour soi, là. Ouais. Donc oui, et je lui dirais, sois fier du chemin parcouru, puis c'est ça, continue de faire ce que tu fais parce que je veux, j'ai comme toi, Jérémy, le sentiment d'imposteur. Tu sais, présenter mes capsules, j'ai toujours cette espèce de crainte-là d'avoir l'air prétentieux parce que, tu sais, je dis juste ma façon de voir les choses, puis je sais que je dérange. Mais je ne veux pas changer ça. C'est moi avec mes couleurs et c'est une façon que j'ai choisie, moi, pour continuer ma démarche artistique, puis faire ma juste part dans l'édification du genre humain, c'est-à-dire rendre ce monde-là plus beau. Puis ceux qui ça dérange, bien, ils ont juste à pas les écouter, les capsules, mais c'est une façon à moi, parmi tant d'autres, de faire... avec ce que je suis, je ne peux pas faire plus que... Tu sais, je suis de bonne humeur, je suis un gars heureux, j'ai le bonheur facile. Ça dérange, mais je veux dire, l'expérience à la boulangerie, là, moi, je veux que les gens vivent une expérience. Fait que j'aime les gens. En partant, ça aide, là. Oui. Par ma bonne humeur, par mon accueil, mon ouverture, le non-jugement, ça aussi. Non-jugement. Puis ça commence par arrêter de se juger soi-même. Ouais. Ben, en fait, la phrase clé dans tout ça, c'est quand tu mentionnes que tu aimes les gens, mais pour pouvoir aimer les gens, il faut être capable de s'aimer soi-même, là. Mm-hmm. Tu pars de là. Alors, quel parcours, quel beau parcours. Dis-moi, qu'est-ce qui... tes rêves, là, ce qui t'habite actuellement, on a parlé des capsules, mais tes rêves petits et grands, ceux qui sont sur ta liste de choses à faire, es-tu capable d'en nommer à brûle-pourpoint quelques-uns et à la toute fin, me dire ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Si tous ensemble, autant qu'on est à écouter la capsule, on avait un souhait à faire pour Mario, ce serait lequel? Oui, mes rêves, je pense que j'arrêterai jamais d'en avoir. Des petits, des grands. En fait, des grands rêves, je pense que j'ai mis un peu un haut là-dessus, dans le sens que je ne sais pas, je sens plus le besoin d'avoir des grands rêves, mais réaliser des tout petits rêves. Parce que je me rends compte que, en tout cas, dans mon parcours, je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais le grand rêve, il fait comme partie, c'est comme si chacun des petits rêves que je réalise, ben, c'est comme, on dirait que tout s'englobe dans le grand rêve de ma vie qui était simplement de pouvoir exprimer, de pouvoir être moi, de pouvoir dire qui je suis, de pouvoir en aider d'autres en faisant ça. Parce que je me rends compte juste avec les capsules, Jérémy, que les gens qui expriment des choses en commentaire, si je n'avais pas émis tel commentaire, ils ne se seraient peut-être pas donné l'occasion de le faire. C'est ce que je constate. De faire ce que je fais, ça donne aux autres le droit d'exprimer aussi. Ils ne vont peut-être pas initier une série de capsules, au moins de pouvoir exprimer leur façon de voir ce qu'ils ont entendu. Et je me dis, oh, c'est déjà un pas. Fait, tout ce qu'on fait pour soi, qui est bon, bien, ça encourage juste les autres à faire pareil. On a tous le même pouvoir. C'est un processus. Donc, des petits rêves, je veux continuer de chanter. J'ai hâte que la pandémie soit finie parce que j'ai des projets, il y a des beaux artistes ici sur l'île. Il y a plein de choses là, encore à développer du côté chant. J'ai encore des projets d'écriture. Je n'ai pas fait toute la démarche, je m'étais inscrit à ton calendrier de l'Avent, mais j'ai encore des projets là, d'écriture. Puis, tu es une inspiration vraiment pour moi. Fait que c'est toutes des affaires qui, tant que j'aurai des rêves, tant que j'aurai des projets, ça va me garder vivant. Parce que c'est toujours un petit pas de plus vers un, vers l'autre. Puis je sais que ça va arriver. Je ne sais juste pas quand. Hein? Je rêvais d'être sur l'île, puis là, ben, je suis là, puis c'est vrai. Là. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais, en fait, c'est la santé. Hein? La santé, puis la capacité de continuer d'être, simplement. Parce que je ne veux plus conjuguer ma vie au verbe faire nécessairement, mais la conjuguer au verbe être.
être au sens large. Être moi, complètement, totalement, avec ce que je suis, puis avec ce qui me manque aussi. Parce que c'est parfait. C'est parfait comme ça. Habituellement, je t'aurais demandé si c'est un message pour les gens qui nous écoutent, mais tu en as porté tellement que, honnêtement, t'en redemander un de plus, j'aurais l'impression de pousser la machine un peu fort. Il y a là plein de belles pépites, il y a des beaux enseignements, il y a surtout une histoire qui est ton histoire, qui va résonner assurément avec l'histoire de plein d'autres personnes, parce qu'ultimement, là, on est tous liés. Et ce que tu disais tout à l'heure, quand tu te permets dans tes capsules d'affirmer quelque chose, bien, ça revient à ce que j'ai souvent porté comme peur, en fait, la peur de briller, parce que j'avais peur qu'en brillant, j'allais faire de l'ombre aux autres, alors que c'est tout à fait l'inverse. Plus tu t'autorises à briller, plus tu éclaires la voie et plus tu invites les autres à le faire aussi. Alors, tout ce que j'ai à te dire, mon cher ami, c'est continue de nous pousser la note comme tu le fais, de mettre une dose de bonne humeur. Je te dis que j'ai hâte de te voir sur l'île. Et c'est pas parce qu'on est des gars qu'on se le dira pas. Je veux juste te dire un gros je t'aime, mon ami. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros câlin et très, très hâte de te revoir. J'ai hâte de te revoir aussi. Puis il va être vrai, notre câlin. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais te serrer assez fort là, que tu vas voir que... Moi aussi, je t'aime, Jérémy. Tu es une inspiration. Puis je veux juste te dire merci. Merci de me donner la chance d'exprimer ce que j'ai eu à exprimer aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça puisse en aider d'autres aussi, parce que c'est le but ultime de tout ce que je fais. Je veux que ça ait du sens, ce que je fais. Donc, merci infiniment. Au plaisir de te revoir bientôt. À très bientôt, mon ami. Bye. Bye bye, Mario.